Fabien Nury, merci d'être avec nous. Vous. Vous êtes auteur en bande dessinée, en audiovisuel aussi évidemment. Vous avez créé il y a quelques années la série Guyane et on vous retrouve donc ce soir sur Canal+ avec cette nouvelle création originale Paris Police 1900. Et avec vous, Jérémy Lahert, merci. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes acteur et vous incarnez un héros de la série, un jeune inspecteur qui est plein d'idéaux, plein de principes et qui va se retrouver confronté à une enquête policière pas forcément évidente dans ce contexte de Paris de début de XXe siècle. On a tous regardé la série, on a un peu de chance, on l'a regardé avant vous, mais c'était pour préparer l'émission. On est tous fans. Et alors, il y en a un qui est fan. De chez Fan, c'est Olivier Benkemoun. C'est moi j'ai tout vu. Je veux faire l'émission parce que c'est génial. Moi j'ai tout vu parce que c'est vrai qu'il y a tout ce que vous avez dit à l'instant, Isabelle, mais il y a aussi de la violence, de la drogue, une façon de tourner extraordinaire. Du sexe. Il y a un peu de sexe, mais on est dans un western, on est dans une série anglaise avec de la brume partout. On est nulle part où jusque-là la télévision et les séries vous avez emmené, et c'est ça qui est absolument formidable. Bon, ben voilà, au moins là, comme ça. Merci. Non, mais c'est sincère. Fabien, racontez-nous le point de départ de la série. Et un coup de fil, Emmanuel Dossé m'appelle, c'est le producteur, il me dit « Canal+, aimerait bien qu'on fasse une série policière à la Belle Époque, c'est pas plus précis que ça, qu'est-ce que t'en penses ?» Et je dis « J'ai pas la moindre idée, mais attends, oh, le préfet Lépine !» Et je dis « Le préfet Lépine, que je connaissais par ailleurs, bon, ça c'est une star, il a duré de Dreyfus à la bande à Bono, il s'est cogné tout les grandes affaires criminelles et politiques de sa période. Et en plus, le personnage est assez marrant. C'est un héros du passé qui se bat pour l'avenir. Donc là, on avait une première base qui était super. Et la deuxième grande clé de création, c'est Vera Peltetian, notre éditrice chez Canal+. Elle a lu ma note sur le préfet. Elle a dit, c'est chouette, on va prendre le préfet, mais où est notre Dahlia noire ? Et donc, il a fallu que j'aille chercher un Dahlia noir, et c'est devenu l'affaire de la valise sanglante dont il est question dans toute la... Oui, parce que c'est un vrai polar, hein. On va vraiment suivre une enquête policière. Attendez, le préfet Lépine, c'est vrai qu'on ne le connaît pas. Enfin, on connaît le concours Lépine, mais vous allez découvrir un type qui est absolument formidable, qui va lutter contre l'antisémitisme, qui va rénover totalement la police, qui est elle-même gangrénée par l'antisémitisme. Mais il y a un personnage qui est fort aussi, et sur lequel commence la série, c'est cette intrigante qui a donné la mort à Félix Faure. Tout le monde sait comment est morte. Bon, alors Félix attendez, Faure. bon, on va regarder cette scène d'ouverture. Une fois que vous l'aurez vue, vous aurez forcément envie de regarder la série. La France est au bord de la révolution. Ils m'emmerdent tous. Qu'est-ce que j'en ai à faire? On tire pas sur les cheveux, espèce de sauvage. Félix. Quelle scène d'ouverture quand même, cette scène qui est entrée dans l'histoire de Félix Faure, ce malheureux président qui prenait visiblement un peu trop de pilules avant de recevoir ses bonnes amies. Il voulait être César, il n'a été que Pompée. Le fameux mot de Clémenceau. Le fameux mot de Clémenceau. Et elle a récolté le triste surnom de pompe funèbre, ce qui donne bien le goût de la période. Ce qui est super pour moi, c'est que le ministre et la fellation, on est dans l'absolu cliché misogyne. Or, c'était lui le figurant, c'est elle l'héroïne. Et donc on essaye de retourner ce cliché pour commencer. À partir de là, on peut raconter une histoire. Ouais. Et je voudrais rendre hommage à Evelyne Brochu. C'était sa première scène. Premier jour de tournage, elle a dû faire ça. Et ensuite, avec un costume d'une blancheur virginale, ouais. Et c'est bien choisi aussi. Par Anaïs Roman qui a eu l'initiative de mettre ce petit col et de quelque chose de très virginal. C'est une petite folie. C'est pas du tout quelque chose. C'est pas du tout une prostituée. C'est une courtisane et elle offre cette petite folie à son amant. Et c'est le ton. Et cette scène, il faut dire à nos téléspectateurs, parce que parfois une scène comme ça peut... C'est l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est une série d'une immense... T'as dit violence, t'as dit drogue, mais c'est une série d'une immense délicatesse, à la fois par la précision de la reconstitution historique, à la fois par la condition des femmes, qui est très très bien décrite, à la fois par les costumes, par les décors, par le personnage auquel on peut s'identifier, c'est-à-dire c'est vous qui incarnez la modernité. Oui, Antoine Jouin, qui est un inspecteur qui est absolument abasourdi par la cruauté de cette époque, parce que
c'est ça aussi la rigueur. On voit comment vit le petit peuple, on voit les bouges dans lesquelles vivaient les gens, ces appartements mal chauffés, un sou est un sou, l'extrême pauvreté généralisée, la violence les conditions conjugale. de vie. Même la bourgeoisie, on n'a pas envie de vivre dans ces appartements, tellement ils sont renfermés, ça sent la suie, etc. C'est un travail magistral. Et t'as raison, on a rarement vu ça à la télévision. On le voit dans certaines séries américaines, mais c'est quasiment, si vous vous souvenez, Gangs of New York, ça pourrait être l'équivalent. Le Gangs of New York de Scorsese, on peut toucher là l'équivalent français. C'est une série incroyable. Enfin, écoutez, merci d'être venu je pour le dis cette... pas parce que c'est une série Merci, je m'en vais. Non, mais c'est vrai, il faut dire les choses. Jérémy, est-ce que C'est vous avez incroyable. su assez rapidement que vous aviez à faire une série atypique ? Ouais, franchement, dès que j'ai lu le scénario, en fait, je suis tout le temps à la recherche de projets intéressants, complexes. Et quand j'ai moi-même ouvert le scénario et que ça a commencé sur la scène de Félix Faure, avec le recrutement de cette espionne, pompe funèbre, tout ça, je me suis dit, voilà, j'ai envie de savoir la suite, parce que, pour une fois, on rentre en matière concrètement. C'est-à-dire que c'est pas iophilisé, c'est pas... Il n'y a rien qui est pris avec des pincettes. Et ça m'a plu, ça m'a vraiment donné envie de plonger dans le projet. Attention, cette première scène, elle est éminemment politique. Bien sûr. Parce qu'elle va, elle va provoquer la chute du gouvernement, la montée de la Ligue des bonapartistes, des tous qui sont anti et des fascistes, évidemment. Et beaucoup de choses vont se passer à travers un journal qui s'appelle l'Anti-Juif. Et là, c'était l'envie aussi de montrer l'antisémitisme de cette période, quoi, qu'on montre rarement et qu'a, je crois, jamais été montré dans une série je télé. veux bien qu'on regarde justement une séquence et puis on en parlera après. Oui, mes amis, Dreyfus, le véritable Dreyfus est ici, parmi nous, ce soir, en chair et en os. Messieurs, faites-le entrer. Le voilà, votre Dreyfus! Le voilà! Un sale porc déguisé en soldat! C'est d'une violence inouïe et on se repaît de cette violence. On le voit, là, les spectateurs sont friands de ça. Comment est-ce que vous avez travaillé sur la mise en scène de cette violence? Ça devait être même dur pour l'équipe de tournage, parfois, sur certaines scènes. C'était compliqué, oui. Je précise, les discours antisémites sont des verbatims. Les discours de Guérin, les discours de Drummond sont des verbatims. Donc c'est authentique. Ils sont tels quels qu'ils ont été prononcés. J'ai rien changé. Je suis incapable d'écrire ça, moi. Je peux pas l'inventer. Ça ressemble à une scène du Ku Klux Klan. Je continue les parallèles avec l'histoire américaine, même si ça n'a rien à voir. Mais on sent dans l'ambiance, la façon dont vous avez tourné, un, c'est des reconstitutions, et deux, il y a cette espèce d'œil avec ces bouchers qui se travaillaient aux abattoirs de la Villette et qui eux-mêmes constituaient un groupe politique à l'époque. Et puis ça participe à la mise en scène. Dingue. Et c'est des personnages qui sont à la fois grotesques et terrifiants. Ils sont grotesques parce que c'est des escrocs grotesques qui font tourner une sorte de business abject sur la base d'un préjugé stupide, lequel aura pour conséquence le plus grand crime de l'histoire humaine. Donc il faut quand même voir que ça fait aussi partie de nous et de notre histoire, et qu'il a fallu lutter contre. Et en fait, on doit encore aujourd'hui lutter contre. Donc pourquoi l'occulter? Pourquoi prétendre que c'était mieux avant, ou que ça n'existait pas, ou que l'antisémitisme, par exemple, serait un produit d'importation? Pas du tout. Drummond, la France juive, après il y a les protocoles, et après, il y a Mein Kampf. Et ça vient de France, ça. Il y a une partie de nous qui a commis ça. Donc, je ne souhaite pas le cacher. Moi, je suis bouleversé quand je découvre la doc. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de véhiculer la violence que j'ai ressentie auprès de vous. D'abord par le texte, et puis ensuite, ça pose de grosses questions de mise en scène, effectivement, ce genre de choses. Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où doit-on aller? Et le plus important, c'est de montrer les conséquences. Est-ce que vous, Jérémy, ça a changé votre vision de ce Paris du début du XXe siècle, dont on ignore beaucoup de choses finalement? Est-ce que vous avez appris de cette série? Ouais, je dirais que j'ai affiné mes connaissances. Je connaissais un petit peu ce sujet-là, honnêtement, mais j'ai énormément appris, surtout de comment c'était véhiculé, comment c'était orchestré dans la société. Et c'est ça que je trouve finalement qui est choquant, par exemple avec la Ligue antisémite, c'est que la violence, elle vient du fait que ça soit à la fois violent et puéril. C'est-à-dire que ces gens-là sont ridicules. Ils le savent eux-mêmes, mais c'est un fonds de commerce.
Et en fait, ils tiennent leur pièce de théâtre jusqu'au bout et les conséquences, comme disait Fabien, sont dramatiques. C'est un fonds de commerce et c'est aussi une toile de fond parce que moi j'ai pas eu le sentiment qu'on me faisait la leçon quand je regardais la série. Ah non, c'est vraiment, oui. c'est une documentation historique, mais on n'est pas là à dire l'antisémitisme c'est mal, etc. Parce que le téléspectateur est un peu plus futé que ça. C'est un contexte. C'est un contexte, c'est une fresque. Et il y a quelque chose qui est en contre-jour aussi dans la série, mais qui n'apparaît jamais, puisqu'évidemment c'est pas le sujet. Mais toute cette société qui est remarquablement touchante parce qu'elle est naïve, c'est une société presque traditionnelle, c'est un vieux Paris qu'on ne retrouvera plus, elle va être bouffée par la Première Guerre mondiale. Parce que tous ces personnages vont être broyés, cette France-là, elle n'existera plus, c'est la France de la belle époque, il y a plein de choses magnifiques dans cette France-là. C'est la toute fin du 19e siècle, qu'est-ce qui l'attend? La boucherie de 14-18, et là encore, ces personnages, quand vous les voyez et que vous savez ce qui s'est passé en 14-18, eh ben vous les plaignez. Même les plus antisémites, vous les plaignez parce que vous vous rendez compte que le monde d'hier est en train de s'effondrer. C'est la fin d'une civilisation aussi. C'est pour ça que c'est remarquable. C'est une période à laquelle on s'est assez peu intéressé. Il y a eu les Brigades du Tigre et encore, c'était un peu plus tard. Vous avez travaillé dessus, vous aussi. Donc c'est vraiment une époque qui vous parle quand même. Que j'aime. J'avais jamais réussi à lui rendre honneur à la mesure de ce qu'elle m'avait passionné. Là, j'espère que c'est fait, là. Pour cette saison, et j'espère aussi qu'il y en aura d'autres. Mais là, il y avait moyen. La Canal+ m'a donné la chance. Ils nous ont donné les moyens, ils nous ont dit faites comme vous y croyez. Parce que les Brigades du Tigre, c'est un peu plus tard, je crois que c'est autour de 1930. Ça démarre en 1907, et ils deviennent un peu connus avec la bande à Bono, soit de 1912. Ouais. Mais 1912, il y a des voitures, quoi. Ouais. C'est un autre monde déjà. Ouais. Oui, en 15 ans. Là, on est au début du mouvement des anarchistes, et ce sont vraiment les antisémites. Mais est-ce que on appelle ça la belle époque? Vous allez découvrir que c'est pas du tout la belle époque, c'est l'inverse de la belle époque. Et vous apprenez des choses qui sont formidables. Et je pense qu'on va parler de la police. Alors justement, parce qu'on y revient, c'est quand même aussi ça qui nous tient en haleine, et on a envie de passer d'un épisode à l'autre, parce qu'il y a cette enquête policière, il y a plusieurs intrigues. On va regarder une scène d'autopsie, on en est aux prémices finalement de l'autopsie, et Dieu sait qu'on en voit maintenant dans les séries d'aujourd'hui. C'est Bertillon. Oui. Alors là aussi, personnage historique, vous êtes appuyé, il y avait quand même des personnages particulièrement controversés. Et pittoresque. Bertillon, c'est quand même le type qui a fait condamner Dreyfus, à base d'une analyse graphologique éminemment foireuse, et il est ensuite allé ergoter maladroitement au procès de Rennes que c'était peut-être un faux mais vrai faux, ou alors un faux vrai, et qu'on l'avait tellement bien trompé qu'en fait on l'avait peut-être pas trompé. Bref, il s'est noyé de façon pitoyable dans son truc. Mais Bertillon, c'est aussi quelqu'un qui a fait beaucoup pour la police. Donc il y a cette ambiguïté. Le miracle, c'est que Christian Hec arrive à faire rentrer tout ça dans sa vis comica, dans son génie personnel. Christian Hec, il incarne un Bertillon qui dépasse le comic relief. C'est à la fois un visionnaire et en même temps quelqu'un de ridicule. Il a peur pour sa place alors qu'il est protégé par l'histoire. On sait bien qu'il va pas se tirer. Donc il nous met tout ça. Moi, Bertillon m'a fait beaucoup de bien d'épisode en épisode. Il me manquait quand il était au procès de Rennes. J'étais content de le voir revenir. C'est le premier criminologue connu finalement. Alors il y a quelque chose qui s'appelle le bertillonnage. On dirait aujourd'hui l'échantillonnage humain. C'est-à-dire qu'il est le premier à mesurer les têtes de tous ceux qui passent par la préfecture de police, les oreilles, la taille des doigts, enfin tous les membres. Alors petit à petit, on va abandonner une partie de tout ça, mais il va rester les empreintes. Enfin, c'est la première fois qu'on a vraiment un scientifique dans la police. Ça va changer. Et puis il y a l'arrivée à cette époque d'un truc qu'on ne va pas oublier et qui est encore le cas aujourd'hui, c'est le téléphone. Et ça, c'est le préfet Lépine aussi. Merci. Oui, avec sa femme qui, elle, accro à la morphine. Alors, on découvre aussi autre chose sur l'univers de la drogue. On pouvait acheter de la drogue en pharmacie. Oui, il y avait des publicités dans les journaux pour l'héroïne. Ouais. Et Bertillon lui-même dit, mais l'héroïne est un produit sans danger, voyons. Parce qu'ils se trompent souvent. Ce qui est intéressant avec les scientifiques, c'est de mettre en scène leurs erreurs. Alors, ils ne croient pas du tout aux empreintes digitales, mais c'est normal. Le bertillonnage, il s'appelle Bertillon, il préférerait rentrer dans l'histoire pour ça. Or, de temps en temps, il se trompe. Quant au téléphone, le téléphone est un outil de police plus important que le pistolet. Le téléphone, c'est la police. Les fadettes, les écoutes, on le sait. Et dans la narration policière en série, combien de scènes de téléphone, de milliers, on en a vu. Et là, c'est l'invention. Il leur donne ça. Alors, avant, on était dans le mélodrame, par exemple. On s'écrivait. Mais le téléphone, c'est la comédie aussi, parce qu'on ne sait pas qui est à l'autre bout du fil. Ça sonne au mauvais moment. Il y a une scène absolument incroyable, c'est le lancement d'une enquête par le commissaire, et il parle à une trentaine d'inspecteurs dont vous êtes, et il leur dit ce qu'ils auront à faire sans la technologie et sans le téléphone.
C'était Et tellement donc, c'est un laborieux. inventaire à la Prévert. Il va falloir chercher une aiguille dans une botte de foin, interroger tout un quartier, aller voir des archivistes. Et ça donne lieu à des scènes absolument... C'est Brésil des Monty Python. Les gars ont des archives comme ça, il faut chercher les fiches. Et tout le monde était déjà fiché, plus ou moins, à l'époque. Oui. Enfin, c'est incroyable. Et vous traversez ça. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on vous a donné un rôle quasi muet. Le cinéma est déjà né en 1900. Et vous avez un rôle muet. Je voudrais savoir comment vous avez... Quand on vous donne un scénario dans une série merveilleuse, vous lisez le scénario et vous devez chercher vos répliques et vous les trouvez pas. Mais avec une sacrée Eh ben, présence. c'est bah ça, oui. c'est ça. Eh En fait, oui. c'est ça qui m'a plu, c'est que je me suis dit, en fait, tout ce qui n'est pas écrit, il va falloir le jouer, il va falloir le montrer, et ça va être une subtilité qu'il va falloir faire passer tout au long du scénario. Donc c'était un peu mon défi. C'est vrai que je m'étais fait, parfois je cherchais les mots qui allaient soutenir mes actions. Et je me disais, il va falloir trouver une autre manière de faire passer ça. Donc Et puis, c'était autre chose franchement dans le intéressant. casting, pourquoi lui? Parce que, enfin, moi, je vois... Alors, oui, sur le casting, il y a aussi le choix d'acteurs qu'on voit peu, qu'on voit moins, Ouais. qui sont moins connus, en Bien tout cas, sûr. que les Tant acteurs mieux. classiques. Et ça, c'est une super idée. Bah, merci. Tout est fait pour favoriser l'immersion, en fait. On veut que vous voyez le personnage et pas le comédien derrière le personnage. Et donc, tout est fait pour vous envoyer, vous projeter dans ce monde. Juin ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Et notamment, il est résilient, Juin, parce que j'ai vu Jérémy, je me suis dit, c'est vrai qu'il est beau quand même, il faudrait que je lui en mette plein la gueule. Alors, du coup, premier épisode, elle se bat, deuxième épisode, elle se bat, et on voit que... Des fois, je lui disais, je peux répondre ou pas? Oui, mais quand tu réponds, c'est encore pire. Ça a des conséquences. On va regarder justement une scène dans laquelle vous êtes. C'est votre mari qui lit ce torchon? Mon mari est membre de la Ligue antisémite. Et de la Ligue des Patriotes. De toutes les ligues, en fait. Mon mari est très attaché à une certaine idée de la France. Il n'aime ni les juifs, ni les étrangers, ni les épouses infidèles. Vous devez savoir qu'en tant que fonctionnaire au ministère de l'Intérieur, il est tenu à une stricte neutralité politique. Ah. Eh bien, s'il vous vient l'envie de l'arrêter, ce n'est pas moi qui vous en empêcherai. Voilà. C'est une scène extrêmement émouvante parce que là, on est au début du féminisme, mais on a surtout affaire à une société où la violence conjugale est omniprésente, elle est partout. Et vous, on vous sent très proche de cette femme-là. Ouais, parce que je pense que, enfin, ça c'est un peu arrivé dans la scène. C'était pas forcément écrit. En fait, c'était évoqué, mais c'était moins concret. Et je sais pas, il y a eu vraiment, on était vraiment à l'écoute. Et je me rendais compte en fait de l'absurdité de cette scène. Je me disais, je viens aider cette femme après. Je l'avais déjà aidée, mais je veux dire, là, je me rends compte qu'au final, je l'ai recondamnée. Et en même temps, je suis planté en face d'elle et je me dis, ma limite, elle est là. Je ne peux rien faire de plus parce que je ne peux pas bousculer les codes de la société. Donc, je manifeste mon soutien, je lui rappelle ses droits et les défenses qu'elle peut utiliser, mais c'est tout ce que je peux faire. Et Jérémy, dans la série, c'est la clé d'entrée pour les plus jeunes d'entre nous, je trouve. Oui. Parce qu'il est à la fois masculin et féminin, comme il est très beau, il est très fin. Il se faufile partout dans cette série qui est excessivement genrée. Vous avez les hommes d'un côté. Et qui, La société était et une société particulièrement... très dure, très divisée. oui. Et la touche de modernité, c'est Jérémy qui mène son enquête et qui a de l'empathie pour les femmes, qui peut en avoir pour les hommes, mais qui est finalement un passeur dans cette histoire-là. On peut dire un mot des femmes. Elles sont parfois droguées, beaucoup martyrisées, parfois prostituées, et surtout se font découper. Voilà le tableau un peu des femmes. Il y en a une. Alors quand même, justement, qui essaye de- tenez, je vais vous la montrer, celle qui porte haut les couleurs du début du féminisme. En tout cas, on regarde cette scène. Un criminel est identifié, la victime demande justice. Et vous préférez le dissuader. Vous n'avez pas honte. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Vous êtes de la famille ou... Je suis avocate. Je ne suis pas encore autorisée à Oui, plaider. évidemment. Misogynie ordinaire. Misogynie ordinaire. Et en même temps, c'est drôle et ça devrait pas l'être. Non. Moi, ce qui me fait très plaisir, c'est vous avez vu combien il y a de femmes dans les séries qui sont avocates de nos jours? Oui. Eh ben, c'était quand même pas gagné. Et moi, j'imaginais pas que c'était le cas il y a 100 ans.
Et donc je suis content. Moi, je l'ai découvert en écrivant sur la série. Donc je suis content de relayer l'information et si possible de la relayer de façon ludique. Oui, Jeanne Chauvin sera la première femme à plaider en France. Elle aussi, c'est un vrai personnage qui a réellement existé. C'est un personnage historique. La vraie était plus âgée que Eugénie Derouin, mais et elle a mis encore, entre son diplôme et la première plaidoirie, elle a attendu 7 ans. Donc elle était avocate, mais elle n'avait pas le droit ni de le dire, ni d'exercer. Non, on aurait pu, à la rigueur, on aurait pu l'arrêter pour avoir prétendu être avocate. Et il y a tout un travail, alors les décors sont magnifiquement reconstitués, mais les costumes aussi, il y a un travail, on l'a parlé dans la scène d'ouverture sur la mort de Félix Faure, mais vous aussi, j'imagine que pour entrer dans votre personnage, là on voit votre coupe de cheveux, là vous êtes très 2020, et quand on vous voit, vous êtes très 1900. Vous avez travaillé comment ça? Vous avez travaillé avec les costumières, enfin il y avait un vrai plaisir à le faire? Ouais, vraiment, et c'était la première fois que je tournais costumé comme ça et tout, et on a eu la chance, ils ont tout fait sur mesure, et j'ai demandé rapidement en fait à avoir mon costume dès qu'il était prêt pour pouvoir répéter et bosser le scénario en costume, parce que ça fait une vraie différence de posture, ça aide vraiment à rentrer dans l'époque, parce que on n'a pas de référence visuelle de ce qui se passait en 1900, on n'a que des reconstitutions d'images, donc on ne peut pas s'imprégner de quoi que ce soit. Donc c'était vraiment à travers les costumes que... Et les objets. Et les objets. Parce que là, on vous voit derrière avec une bicyclette, et déjà à Paris, à bicyclette, mais il y a plein d'objets. Et les hommes ont des cannes. Et les cannes, je peux vous dire que ça ne sert pas que à marcher. Ça sert à frapper, ça sert à se défendre, ça sert à cacher du poison, ça sert à cacher des lames. Ça... À chasser les rats. On voit vraiment comment vivaient les gens et presque... ce que c'était qu'être un individu à cette époque. Être un individu en 2021, c'est pas pareil qu'être un individu dans cette époque-là où on était tous dans une communauté. On appartenait, on était dans la bande des antisémites, il y avait la police, et puis on était tous français. Et il y a quelque chose d'une patte humaine qui a complètement disparu avec les héros d'aujourd'hui, qui sont d'abord eux-mêmes avant d'être les parties d'un tout. Et ça, je voudrais savoir comment vous avez fait. La beauté de la police, c'est que le policier, il traverse toutes les couches sociales. Le crime touche toutes les couches sociales et donc le policier arrive. Et donc ce qu'on aime chez l'enquêteur, ce qui rend la série d'ailleurs difficile parce qu'elle doit beaucoup circuler dans beaucoup de décors, c'est que le policier, il va aller du sommet de la société jusqu'au bas-fond, jusqu'au ruisseau. Et il va lutter, peu importe l'étage auquel il se trouve, la corruption peut rester la même. Et donc le policier, c'est le meilleur vecteur d'examen d'une société. Et en plus, il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la mythologie. Et donc on peut travailler sur les mythologies. Là, on a... Le jeune policier moderne et ambitieux, c'est quelque chose. Le vieux shérif, Lépine, pour moi, c'est plus un shérif qu'un préfet. La femme fatale, courtisane, oui, mais elle a un cœur, elle a une morale. La grande bourgeoise, vous voyez, on la verrait chez Duvivier, on en a chez Visconti un petit peu. Oui, mais elle est coquine, chez Madame Proust. Lépine. Chez Proust, bien sûr. Ah bah l'héroïne, oui, quand elle arrive, bien sûr. C'est les héroïnes de Proust, c'est les tableaux du Louvre ou du musée Camondo à Paris dans le 17e qu'on peut pas voir, quoi. Mais alors là, elle se colle Trainspotting chez Proust. Ça m'éclate. Et je l'ai pas inventé. Et donc, effectivement, ces dames se requinquaient à coups de morphine au milieu de l'après-midi. Évidemment, l'hygiène n'étant pas ce qu'elle est devenue, on était moins au courant, donc elles s'échangeaient les seringues joyeusement. Dès qu'on avait une migraine, un coup de gramophone, pouf, seringue. Bon, ça, c'est un début d'histoire que je trouve déjà intéressant. Il y a une réalité sur laquelle on peut extrapoler. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a quelqu'un, par exemple avec Madame Lépine, qui va descendre assez bas. Ouais, mais elle va remonter. C'est une fighteuse. Ah oui, c'est un sacré personnage. C'est un personnage haut en couleur et que vous mettez vraiment en valeur dans la série. Toutes les femmes se battent. Et la beauté de ce patriarcat brutal, c'est qu'il crée des personnages féminins éminemment résistants. Et ça, c'est chouette de les voir agir.